que soit l'issue, j'avance et reste debout. L'ouvrage est de Agnès Guillemot, jeune femme camerounaise aux multiples casquettes. Elle est communicatrice, elle est chanteuse également, on la retrouve dans le cinéma. Et elle est également coach en développement personnel, bien sûr, et ainsi qu'en psychopédiatrie. Bonjour à vous, Agnès, et merci d'avoir accepté de nous recevoir. C'est un plaisir. De multiples casquettes que vous portez fièrement et que vous arrivez tout de même à défendre comme il faut. Vous venez donc de commettre un ouvrage, auteur également, quelle que soit l'issue, j'avance et reste debout, qui s'intéresse à l'infertilité, un sujet un peu tabou pour ce qui est de l'Afrique, mais qui est très ancré dans le quotidien des uns et des autres, qui n'osent pas en parler. Et c'est vers cela que vous amenez justement vos différents lecteurs. Commencez déjà par nous raconter très brièvement votre histoire. Comment est-ce que vous en venez, vous, à vous intéresser à un sujet aussi intéressant, mais aussi délicat que celui-là? J'en parle parce que je suis une ancienne patiente de service de procréation médicalement assistée. J'ai passé 15 ans dedans parce que j'avais des problèmes d'endométriose, donc des problèmes avec mon utérus. Et j'ai eu mes 3 enfants par fécondation in vitro. Et c'est la somme de tout ce que j'ai vécu dans ces couloirs-là, la somme de tout ce que j'y ai appris, que je rends dans ce livre, qui est le témoignage de mon histoire pour donner de la motivation à tous ceux qui sont encore dans le combat, mais aussi pour leur donner toutes les clés que moi j'ai eues et que j'ai trouvées au fil du temps aussi. J'ai pu rajouter mon stock de clés sur la manière d'appréhender son problème et de le traverser. Voilà. Comment faire pour pouvoir tranquillement, façon de parler, traverser tout cela quand on sait que c'est très compliqué et qu'en général, quand on apprend qu'on est infertile, c'est le monde qui s'écroule. Vous parlez donc de procréation médicalement assistée, ce qui n'implique pas seulement des soins et un suivi physiologique, vous le relevez, mais cela fait intervenir bien d'autres aspects. Bien d'autres aspects, dont l'aspect psychologique. Et c'est un petit peu ça, si je peux appeler, si je peux ainsi dire, mon combat. C'est de relever le fait qu'un patient, quel que soit le service dans lequel il est suivi, a besoin d'un suivi psychologique. Et en général, ce suivi, à mon sens, devrait même être mis en place avant les process de médication, c'est-à-dire de médicaments, des piqûres, des comprimés, ainsi de suite. C'est fondamental parce qu'un patient qui sait ce qu'il a, sait comment s'approprier sa pathologie et comment la traverser. Et ça fait forcément un meilleur patient pour le praticien qui s'assure ainsi qu'avec ce mental-là, tous les médicaments qu'on va lui donner font quand même qu'il a, dans sa projection psychologique, envie de guérir parce qu'il sait ce qu'il a et il sait qu'il y a une solution. Et vous pensez que tout le monde peut contribuer un tout petit peu au bien-être de la femme infertile? C'est un peu votre combat aujourd'hui que de ramener toutes les parties prenantes ensemble pour une réflexion profonde sur la question. Tout le monde est acteur, tout le monde est déjà acteur des questions d'infertilité parce que tout le monde a la bonne langue pour dire la méchanceté adaptée, appropriée ou pas. Nous, on ne trouve que pas, mais pour eux, ils trouvent qu'il faut le faire. Tous ces cailloux qu'on jette à la personne infertile, on ne va pas dans une école pour apprendre à le faire. On est déjà acteur, mais on est acteur dans le mauvais sens, du mauvais côté. Il faut apprendre à être acteur dans du bon côté, dans le bon sens, qui est celui d'accompagner les personnes infertiles. Il faut les comprendre, il faut les écouter, il ne faut pas les entendre, comme le disait le professeur Antoné. Il faut apprendre à les écouter. Parce que toute personne, que ce soit un frère, que ce soit une sœur, un cousin, une cousine, toute personne qui gravite autour des personnes infertiles est capable d'apporter du soin à ces personnes-là en apprenant déjà à les écouter correctement. Parce qu'il faut dire qu'en Afrique, comme un peu partout dans le monde, quand on est infertile, on est fautive. On est fautive, on est paria, on est mis sur le banc. On est fustigé, on est discriminé, on se retrouve en marge de la société. Et pourtant, il est très important de comprendre qu'on ne naît pas forcément infertile. Et que la personne infertile
a plus besoin d'être accompagné que de recevoir des pierres. Ça pourquoi? Parce que chaque personne qui veut se reproduire et qui arrive à le faire sans passer par ces moyens-là, sait quand même à quel point il est précieux d'avoir un enfant. Mais pourquoi cracher sur celui qui n'arrive pas à en avoir? Quand on sait combien son propre enfant est précieux pour soi, on devrait 2 fois plus se lamenter pour la personne qui n'arrive pas à en avoir et l'assister. L'assistance commence par l'écoute, c'est ça, d'assister. On ne peut pas demander que tout le monde soit praticien, mais au moins déjà dans la manière d'écouter et de consoler, tout le monde peut le faire. Une sorte de sous-titre en première de couverture de votre ouvrage, La procréation médicalement assistée, témoignages et conseils de motivation d'une patiente. Alors cet ouvrage-là, vous l'avez écrit pendant que vous étiez dans le couloir de la PMA, parce que vous avez bien précisé que vous avez fait 15 ans dans ce couloir-là. Vous l'avez écrit pendant ou quand vous avez embrassé vos premiers enfants? Je l'ai écrit pendant. D'accord. Et j'ai écrit bien avant même d'avoir ma fille, parce que je finis par avoir ma fille. On est en train d'essayer depuis 6 années. D'accord. Quand finalement ma fille arrive. Mais je commence, je crois, au bout de la 4e année, à me dire qu'il faudrait quand même peut-être que je commence à prendre des notes, parce que la lassitude commençait à arriver. J'en avais marre de souffrir. J'en avais marre que ça ne marche pas. J'en avais marre d'avoir un corps qui avait tellement changé que je ne me reconnaissais pas. Tout avait changé pour moi. J'avais été opérée des ovaires et suite à cette première opération, on m'a ménopausée pendant 1 an. D'accord. Et les médicaments qu'on m'a administrés m'ont fait prendre une moyenne de 20 kilos sur 1 an. Donc on a tout ça à gérer. Il y a la douleur des traitements, il y a la douleur de l'utérus qui fait en permanence mal parce qu'on fait une endométriose. Ouais. Il y a la douleur de voir ce corps changer. Il y a la douleur de devoir affronter le regard de son époux parce que quand même, voilà, il m'a rencontrée, je n'étais pas celle-là. Donc il faut gérer ces questions aussi de couple. Et il y a tout ça qui se mélange, qui fait qu'au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, allez, je crois que je vais arrêter. Mais je vais essayer de trouver encore un peu de force pour y aller et je vais prendre des notes. Si ces enfants arrivent un jour, ils sauront comment je me suis battue pour les avoir. Mais s'ils n'arrivent pas, au moins je sais que j'aurai donné tout ce que je suis capable de donner pour pouvoir les avoir. Ce sont en tout cas de très belles notes. Un ouvrage quand même publié en auto-édition, il faut le dire, mais vous avez été porté par Rainbow, Oui. qui vous a accompagné dans la production. Rainbow d'ailleurs qui nous accueille aujourd'hui pour cet entretien. Est-ce que vous pensez que votre lutte trouve véritablement écho dans une société africaine comme la nôtre, où la PMA n'est pas toujours à la portée de tous? Alors, je tiens à préciser aussi que je ne fais pas l'apologie de la PMA dans ce livre. J'en parle parce que c'est de cette manière que moi je suis devenue maman. Et que ça existe. Et si je m'adresse à un public justement dans les régions africaines où on n'a pas accès, où tout le monde ne peut pas se payer une PMA parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la part de l'État là-dessus. Contrairement, j'ai été suivie en France où la sécurité sociale a pris en charge les 4 premières fois. Donc ici, il n'y a pas de cela, mais je dis l'infertilité ne connaît pas ça. L'infertilité ne connaît absolument pas ça. La personne infertile, qu'elle soit à Abomban, à Doumé ou à Paris, elle a exactement les mêmes souffrances, elle a exactement la même difficulté, c'est le même personnage. Et comment est-ce que vous en arrivez à vous tourner vers Rainbow? Quel est le rapport? Comment est-ce que vous en arrivez à vous tourner vers Rainbow qui vous aide à produire votre... Mais je me tourne vers Rainbow parce que je produis mon manuscrit, enfin mon tapuscrit, puisque je l'ai écrit sur un ordinateur. Et puis je l'envoie à des éditeurs. Et j'attends les retours. Et pendant pratiquement 1 an et demi, je n'ai pas de retour. Or, c'est un sujet qui est très d'abord personnel. Et puis c'est une question que je sais pertinente à chaque moment, pour tout le monde. Et surtout, à ce moment-là, j'ai la charge mentale adéquate pour porter la sortie de ce livre-là. Je me dis, si je ne le fais pas maintenant, je ne suis pas sûre que dans 6 mois, je pourrai encore être dessus. Je ne sais pas si je serai toujours motivée pour pouvoir en parler. Donc, c'est le bon moment pour moi. Et c'est comme ça que je vais m'informer. Je vais lire, je vais
en me disant si je n'ai pas de retour des éditeurs et je découvre qu'il y a une possibilité de faire une auto-édition, je prends tous les renseignements là-dessus et je publie le livre. Sauf que maintenant, il faut quelqu'un pour imprimer le livre. En général, l'éditeur s'occupe de tout cela. Et c'est comme ça que j'appelle Rainbow et que je leur dis, voilà, vous êtes une imprimerie et est-ce que vous pouvez imprimer mon livre? Est-ce que c'est possible? Dans quelles conditions? Ainsi de suite. Oui. Et ils me disent, OK, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Et c'est comme ça que je me retrouve là, pour dire que voilà, c'est possible aussi de pouvoir publier en auto-édition sans forcément attendre, parce qu'il y a des sujets, on peut faire des recherches sur un sujet pendant 5 ans, 10 ans, on se dit on a le temps, on va prendre. Mais il y a des sujets comme celui-ci, où il faut comprendre et considérer le fait qu'il faut une charge mentale pour porter un projet. Une charge mentale adéquate. Moi, je l'avais. Et je me suis dit, voilà, j'avais besoin également de faire cette thérapie, parce que c'est ma thérapie. C'est le médicament que j'ai trouvé pour pouvoir apaiser mon cœur après tout ce parcours-là. Et je me suis dit, ce serait encore plus intéressant si ça pouvait être utile à d'autres. Moi, j'ai eu mon parcours en France, mais chez moi, au Cameroun aussi, on a des problèmes d'infertilité, on a des solutions à l'infertilité qui sont la PMA, elle n'est pas à la portée de tous. Mais toutes les personnes infertiles ont besoin d'entendre ce que je dis et même les praticiens ont besoin d'entendre ce que je raconte là-dedans. Ça leur permettra d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe dans la tête d'une patiente qui est en face d'eux. Parce qu'ils n'ont pas souvent le temps non plus de se pencher là-dessus. C'est pour ça aussi que j'espère que je pourrai voir dans mon pays d'origine, à certains moments, dans chaque service, dans tous les hôpitaux, des psychologues. Il faut dire qu'il y en a des professionnels de l'écoute. Nous avons appris l'expression, il faut le dire avec vous. Je vous propose donc, puisqu'on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y a tellement de parties concernées dans cette lutte-là, notamment les parents, vous évoquiez les praticiens tout à l'heure, mais également les parents. Je propose donc d'aller écouter une spécialiste de l'écoute, une professionnelle de l'écoute, qui, elle, met davantage l'accent sur le rôle des parents, la capacité des parents à écouter. Allons écouter justement ce que Madame Salma a à nous dire à ce sujet. J'ai vécu une enfance très difficile. Alors, ce que je fais passer comme message aux parents, c'est d'être très présent à la maison, en fait. Il faut être présent. Il faut assister vos enfants. L'affection, tout ce qui va avec. Parce que les parents ont tendance à croire que donner l'affection à l'enfant, c'est de le nourrir, le vêtir, le scolariser, le soigner. Ça ne suffit pas. Jusqu'à présent, mon fils, il est grand. Il a un enfant, mais je l'appelle mon bébé, mon cœur. Il faut donner toujours un petit nom à l'enfant. L'enfant a besoin de cette affection-là. Et quand l'enfant ne reçoit pas cette affection des parents, l'enfant sort chercher l'affection. Et c'est pour ça que vous allez voir les jeunes filles, une petite fille de 12 ans, 13 ans, qui s'est lancée dans la sexualité parce qu'elle est à la recherche de l'affection. Les parents n'en donnent pas. Le parent se dit qu'il fait déjà trop, il tape, tu n'es pas rassasié, je t'ai nourri, mais et puis quoi? Il a besoin que tu le serres sur ta poitrine. Il a besoin que tu le chouchoutes. S'il te plaît, mon cœur, lave mon sol, va me laver le sol là. J'étais accouché, pourquoi? Machin, trop de violence tue l'enfant. Les parents, en fait, devraient, comme mon collègue venait de dire, parler de la sexualité à l'enfant, leur dire la vérité. Il faut leur dire il faut dire la vérité à l'enfant. Il ne faut pas cacher, parce que si tu caches à l'enfant, il part ailleurs, il s'éduque, et demain tu vas dire que tu as accouché un démon. Vous êtes donc sur l'entretien sur Focus Média Afrique. Madame Salma, que nous avons écoutée, qui met véritablement un point d'honneur sur la question de l'implication des parents. Votre avis également très rapidement sur la question? Eh bien, je pense comme elle, absolument.
C'est de se dire, moi j'ai une espèce de mantra qui dit que si je ne m'occupe pas d'éduquer mes enfants, de leur dire ce dont ce qu'ils ont besoin de savoir sur la vie, la société s'en occupera et je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Il faut avoir ce cran-là. On est dans je prône qu'on lève les tabous. C'est pour ça que j'écris ce livre, parce que je lève le tabou sur la question de l'infertilité, sur le silence des personnes infertiles, sur la question de l'infertilité masculine qui n'est toujours pas reconnue ni acceptée, mais même également sur parler de la sexualité avec ses enfants. Il faut lever le tabou là-dessus parce que tout le monde va toujours réduire la sexualité au rapport sexuel, mais la sexualité est tellement plus large que ça. Quand on parle d'infertilité, on parle de sexualité, mais on est dans le sexe reproducteur qui n'est absolument pas le sexe plaisir. Il faut faire la part des choses et prendre conscience de la pertinence de donner cette éducation. C'est la meilleure arme qu'on puisse donner aux enfants. On a entendu le docteur Salma, pour qu'ils puissent non seulement se défendre, c'est-à-dire défendre leur intégrité physique, mais apprendre les bonnes informations de la bouche autorisée qui est celle du parent. C'est tellement important et tellement précieux. Et il faut qu'on se dise encore bien que moi j'ai 44 ans, je suis née à Abomban, j'ai grandi là-bas, la télévision est arrivée quand j'étais là-bas. Mais avant ça, on avait un tas de choses qu'on pouvait faire en tant qu'enfant, des jeux, être ensemble, ainsi de suite, que les enfants d'aujourd'hui n'ont plus. Nous, on avait la télévision qui commençait à 18 h, qui finissait à 23 h, et puis après, ça progressait au fur et à mesure. Nous, on a quand même eu le temps de vivre sans la télé, sans les téléphones, les smartphones, ainsi de suite, qu'aujourd'hui, à la naissance, on offre des smartphones aux enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde qui est hors de la maison, sur lequel les parents pouvaient encore avoir une espèce de contrôle, en se disant, si mes enfants sont chez le voisin, je connais la mentalité du voisin, donc c'est bon, il peut être chez ce voisin-ci et pas chez ce voisin-là. Comment on fait pour savoir si le site sur lequel l'enfant est déjà en train de naviguer est un bon voisin ou pas? On n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, on n'est même plus dans la situation où l'enfant sorti de la maison, c'est l'école qui va s'en occuper, où il va apprendre des choses dans la cour de l'école et dans la salle de classe qui sont très souvent différentes, hein. Mais là, on a sur ces téléphones que nous offrons à nos enfants le monde entier dans toute son horreur, dans toute sa splendeur, dans tout. Et ils sont dans leur chambre avec ça, ils s'éduquent là-dessus. Et nous, on fait quoi? Et je viens d'une famille de communicateurs, d'une famille de chanteurs. Moi, j'ai juste fait mon coming out dans la chanson. Voilà. Mais si on écoute toutes les voix des enfants de mes parents, voilà, on chante tous. Mais maintenant, après avoir traversé tout ceci, j'ai décidé qu'il fallait que je fasse ma thérapie. Parce que je raconte dans ce livre que, ou au cours de mes conférences, autant on va se forger un mental pour essayer d'être parent, autant après, quand on est parent, il faut déconstruire cela psychologiquement pour apprendre à devenir parent. Ce n'est pas une évidence non plus. Ça, il faut que ce soit bien clair. Et pour tout ça, pour me purger un peu de tout cela, j'avais besoin d'écrire. Donc j'ai écrit, j'avais besoin de chanter, j'ai continué à écrire parce que je compose, j'écris les textes de mes chansons, je compose les musiques, ainsi de suite. J'avais besoin de laisser exploser ce côté créatif qui en fait me fait du bien et me soigne. Ah oui, effectivement, c'est pour autant de raisons que je sors mon livre, non pas pour taper ni sur les institutions, parce qu'il n'y a pas de loi autour de tout ce qui concerne l'infertilité, ni sur les hôpitaux, ni sur qui que ce soit, mais je voudrais qu'on mette l'accent sur ce que vit le patient. La difficulté, la douleur, qu'on essaye de se mettre à sa place, qu'on essaye de mieux le comprendre, pour comprendre la pertinence de le prendre en charge de la meilleure des manières et de ne pas abuser de lui. Parce que les abus sont non seulement de ces côtés-là, mais même les patients qui ne peuvent pas s'offrir de PMA, ils sont très tentés parce que ça existe. Ça existe dans le monde entier, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas dans mon pays d'origine, le Cameroun. Les marchés noirs du sperme, les marchés noirs des dons d'ovocytes, les marchés noirs de... Tout ça, ça existe. Mais en général,
Moi, je constate, parce que je fais beaucoup de coaching également en la matière dans les pays d'Afrique noire. J'ai décidé de le faire parce que je viens d'ici et que je sais qu'on a besoin d'entendre ça également. J'ai constaté qu'en général, ce qu'il manque à la plupart des patients, c'est l'information. Ça n'empêchera à personne de prendre sa décision. Ça n'empêchera jamais qu'il n'aille chez le praticien parce qu'il en a besoin pour accomplir son projet. Ça n'empêchera pas, mais au moins, il faut qu'il puisse y aller en conscience, en sachant que si j'ai besoin de sperme parce que je décide de faire mon enfant toute seule, je n'ai pas envie d'avoir un homme à côté de moi, je passe par des sites parce que ça existe, je vais prendre rendez-vous avec quelqu'un qui me dit « Ok, moi, tu me donnes 500 000 francs et moi, je te donne mon sperme. » Ok, rendez-vous devant la pharmacie, machin, et puis on va échanger. Moi, je vous donne mon enveloppe. Vous me donnez votre sperme, je rentre chez moi, je prends ça dans une seringue et je me l'injecte dans le vagin. C'est ça le marché noir du sperme. Mais je sais que c'est qui? Qui est cet homme? Quel est son patrimoine génétique? Quel est son état de santé? Est-ce que ses spermatozoïdes, est-ce qu'il n'est pas porteur de maladies comme le VIH par exemple? Qu'est-ce que je sais de ce tube que j'ai ramené chez moi parce que je voulais juste être maman? On m'a dit que ça coûtait 500 000. J'ai 500 000 et je paye. Ok, je ne peux pas t'en empêcher. Mais sache qu'il faut que tu te poses toutes ces questions-là au moment où tu décides d'aller acheter ce sperme. Moi, c'est ça mon combat, l'information. Claire, comme je ne sais quoi dans notre tête, il faut que je fasse le deuil parce que je vais bien devoir passer à autre chose et que si je ne le fais pas, ce deuil-là, c'est lui qui fera le mien. On comprend clairement que ça ne marche pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours. C'est pour ça que je dis que quelle que soit l'issue, j'avance et je reste debout. Et ça peut ne pas marcher plusieurs fois. Chaque fois qu'on fait un transfert d'embryon ou qu'on va chez l'Anganga, on fait les purges et que ça ne marche pas, il faut faire un deuil avant d'y retourner. Dans les processus d'infertilité, on fait le deuil tellement de fois souvent, mais il n'y a pas de la possibilité d'être blasé par le deuil. Ça reste une douleur permanente. Mais pour passer d'une étape à l'autre, il faut faire le deuil de chaque étape. Sinon, on va cumuler. On a essayé 4 fois, ça ne marche pas 4 fois. On n'a pas fait le deuil 4 fois et on a rallongé la période du deuil. Faire le deuil veut dire qu'on est conscient de ce que je continue, ça peut ne pas marcher. On en est conscient. Et quand on sait quand même que dans le cadre de l'infertilité, si on va se retrouver par exemple en procréation médicalement assistée, avec le fameux 80-20 s'applique également là. La PMA, c'est 80% de certitude d'échec et 20% de chance de réussite. Quand on le sait, on sait où on va. Mais il faut encore qu'on le sache. Donc, quand on sait tout ça, on est conscient de ce que j'y vais. Mais la bonne nouvelle dans ce 80% de certitude d'échec, c'est qu'il y a une chance que je puisse en avoir. Et c'est dans ces 20%. Ce 20% devient mon 100%. Et mon 50% de ce 100%-là dépend de mon psychique. C'est ça que moi, je peux faire pour moi, pour m'aider à devenir parent. Les 50 autres pourcents, c'est la science qui s'en occupera. Parce que je me suis retrouvée à l'hôpital à des moments où on faisait le transfert d'embryon et le professeur Sall me disait « Madame, tout ce que la science pouvait faire pour vous, elle a fait. Maintenant, rentrez chez vous. Si vous avez un Dieu, si vous avez des marabouts, si vous avez ci ou ça que vous voulez aller prier, allez le faire parce que nous, on a fait ce que nous pouvions faire. On se revoit dans 2 semaines. » Alors, je ne vous dis pas, les 2 semaines, on a un transfert d'embryon. Il faut attendre 2 semaines pour savoir. On est conscient, on est en permanence en conscience de ce que l'on vit. Et c'est ce qui rend les choses d'autant plus difficiles. La personne qui tombe enceinte de manière naturelle, c'est quand on n'a pas ses règles au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on se dit, ben voilà, il y a quand même un souci. Parfois même on est enceinte, on a ses règles. Hein. Donc on ne prend pas conscience tout de suite. Mais là, en PMA ou en infertilité, on est en permanence conscient du fait que ça peut marcher et que ça peut ne pas marcher. En tout cas, votre lutte, elle est
Très noble. Voilà, très très noble. Beaucoup de courage à vous. On espère que vous trouverez la bonne stratégie ou les bonnes stratégies pour faire passer le message, pour encourager celles-là qui... Merci à vous déjà de participer à cela et de m'y aider. Voilà, et nous allons également, naturellement, après vous avoir remercié d'avoir accepté d'être avec nous dans le cadre de cet entretien, encourager tous les téléspectateurs à se procurer cet ouvrage. Vous êtes une jeune femme en situation d'infertilité, vous êtes un jeune couple en situation d'infertilité, bah, écoutez, allez vivre votre souffrance à travers cet ouvrage et également trouver dans le même ouvrage la force de croire que c'est possible et la force de pouvoir rester debout, on va dire. Allez, merci à vous de nous avoir regardés et à très vite pour un autre entretien sur Focus Média Afrique.